Bonjour, on va commencer. Si vous voulez venir vous asseoir. Merci à tous et à toutes d'être venus en si grand nombre, surtout après la journée d'hier, qui a été pas mal exténuante pour beaucoup d'entre vous, parce que je reconnais déjà des visages des gens qui étaient à la marche pour la fermeture des abattoirs. Je sais pas comment on était de gens, hein? Moi, je disais plus 350, il y a du monde qui allait jusqu'à 400, des gens qui disaient non, on était 200. C'est dur à savoir, mais on était plus que l'année passée. C'est ça qui est encourageant. Puis ça s'est vraiment super bien passé. Cette soirée-ci, c'est une initiative de Jacinthe Fournier de la coopérative La Marante, la coopérative de solidarité La Marante. Elle a eu l'idée d'inviter Dinesh Waliwell après avoir vu sa conférence Do Fish Resist sur le web. Moi, j'avais déjà eu l'occasion d'entendre Dinesh. Oh, you're supposed to have someone who will translate in your ears what I'm saying now. Not sure where. Yeah, I'm talking about you. Donc, j'avais l'occasion d'entendre Dinesh en 2013 à l'Université de Victoria. Il était venu parler de ses recherches sur la guerre envers les animaux, que les êtres humains mènent envers les animaux, et il en appelait à la possibilité de faire une trêve, truce dans la guerre contre les animaux, en suivant l'exemple de la féministe Andrea Dworkin, qui en appelait en 1983 devant une gang de 500 hommes à A Day Without Rape, une journée sans viol. Et Dinesh reprend cette idée-là pour se demander si ce ne serait pas une bonne idée pour les activistes du monde entier de se mobiliser pour une journée sans tuer, pour une journée où les abattoirs seraient fermés pendant toute une journée au niveau mondial. Je trouvais que c'est intéressant de le mentionner puisqu'on a précisément eu la journée pour la marche pour la fermeture des abattoirs hier. Je pense que c'est une proposition dont on pourrait discuter durant la période de discussion avec Dinesh pour en savoir plus. Un des avantages de cette demande-là, en fait, c'est que ça focus sur la production et non pas sur la consommation. C'est une journée où on ne tue plus d'animaux, où on ne produit plus de viande, on ne produit plus de produits laitiers, etc. Bien, produits laitiers, ça serait plus compliqué, il faut que les vaches, les œufs. Donc, Dinesh Waliwell est végane. Il reconnaît l'importance de minimiser les torts qu'on cause personnellement, donc de résister, de ne pas coopérer avec la violence envers les animaux. Il appelle ça « déserter la guerre », une forme de désertion. C'est sûr qu'il y a des formes de violence dans nos sociétés qui doivent être abordées d'un point de vue non individuel, d'un point de vue institutionnel, politique, économique. Convaincre les gens d'être véganes et d'adopter des cruelty-free lifestyles, c'est très important, mais c'est certainement pas suffisant. On en revient donc au débat classique entre les changements individuels et les changements institutionnels. On peut penser aux changements politiques, aux changements économiques, aux changements sociaux, aux genres d'histoires qu'on se raconte. Il y a certaines personnes qui pensent qu'on va pouvoir bâtir un monde plus respectueux des animaux en convainquant individuellement les gens de devenir véganes. Donc, plus il y aura de demandes pour les produits véganes, plus il va y avoir d'offres et éventuellement la main visible du marché va faire son travail, puis on va en arriver à la fin de l'exploitation des animaux, puis à bannir le commerce des animaux. Ce ne serait plus des marchandises qu'on peut acheter et vendre. Donc, autrement dit, en votant avec nos dollars véganes, comme le dit Robert C. Jones, voting with our vegan dollars, on pourrait mettre fin à l'abolition de l'exploitation des animaux. Il y a d'autres personnes, évidemment, qui pensent que cette conception-là est erronée et est fondamentalement naïve. Les solutions qui sont basées sur le libre marché ne régleront pas le problème pour énormément de raisons. Premièrement, c'est pas vrai que les consommateurs sont informés. C'est pas vrai qu'on peut voir la souffrance puis l'exploitation derrière les marchandises qu'on achète. Marx l'expliquait très bien. Il y a même des produits véganes qui peuvent avoir causé énormément de tort aux animaux. On pense évidemment à l'huile de palme, mais il y en a plein d'autres. Même les produits qui causent énormément de tort sur les travailleurs agricoles, nos tomates véganes impliquent l'exploitation, on pense même simplement au chocolat, qui est souvent cueilli par des enfants qui sont dans du travail d'enfants forcés. Il ne faut pas non plus oublier que le marché, il ne fonctionne pas vraiment selon la loi de l'offre et la demande, notamment en raison de la publicité qui crée des faux besoins et qui manipule la demande. Il y a des auteurs socialistes en Critical Animal Studies comme David Nybert ou des géographes qui travaillent en économie politique comme Tony Weiss, ici un géographe canadien, qui rappelle en fait que l'augmentation de la consommation de viande et de produits laitiers dans la seconde moitié du 20e siècle est pas due à... Ça, c'est pas dû simplement à une augmentation de la demande, mais en fait, c'est le résultat délibéré
de politique de la part de l'industrie agroalimentaire pour mettre à profit les surplus de grains après la Seconde Guerre mondiale. C'est à ce moment-là que l'industrie s'est mise à influencer les gouvernements pour instaurer notamment des guides nutritionnels où est-ce que la viande et les produits laitiers avaient le rôle de premier plan. Et donc, l'augmentation de la consommation de produits animaux en Amérique du Nord et en Europe, elle s'est faite non pas pour des raisons nutritionnelles, mais principalement pour des raisons économiques. Marx il nous rappelle aussi que l'esclavage n'a pas été aboli simplement pour des raisons morales, mais principalement pour des raisons économiques, ou aussi pour des raisons économiques. Dinesh en parle d'ailleurs dans son livre. L'esclavage est moins profitable en fait que le capitalisme ou le salariat, parce que les salariés, les esclaves, il faut les héberger, il faut les nourrir jusqu'à la fin de leur jour, les salariés. Dans ce cas, avec les salariés, ce n'est pas le cas. On peut même leur donner un salaire de misère si la compétition est assez forte entre les salariés. Donc, à ceux et celles qui croient aux promesses d'un capitalisme vert à visage humain qui va devenir respectueux des animaux, Marx rappellerait en fait que laissé à lui-même, jamais le capitalisme va internaliser les coûts sociaux et environnementaux de la production, tant que ça ne grugera pas les profits. Le problème ne vient pas du tout de la méchanceté des capitalistes pris individuellement. Ça vient du fonctionnement du système contre lequel les individus sont complètement impuissants, même ceux qui appartiennent à la classe capitaliste, parce que si des gestionnaires ne maximisent pas les profits, ils vont tout simplement être remplacés par d'autres qui vont le faire. C'est le but de l'entreprise. Donc, on voit mal comment le mouvement de défense pour les droits des animaux aujourd'hui peut faire l'économie d'une réflexion sur le capitalisme. Évidemment, l'exploitation des animaux va commencer avec le capitalisme. Il n'y a aucune raison de penser qu'un État socialiste ou même des communautés anarchistes seraient nécessairement plus respectueuses des animaux. Même si on abolit le statut de la propriété privée, comme le veulent les socialistes ou les communistes, les animaux pourraient toujours être considérés comme des propriétés collectives qu'on peut encore mutiler, enfermer, vendre. Mais même si la gauche anticapitaliste, autant que les socialistes, les anarchistes, ils portent souvent pas attention aux animaux. Puis les préoccupations des animaux, en fait, sont souvent dans notre société actuellement instrumentalisées par la gauche, par la droite ethnocentriste en particulier, qui veulent cibler les pratiques des minorités, les pratiques des étrangers, comme on peut penser à l'abattage halal, on peut penser à la viande de chien en Chine. Il y a énormément d'exemples. Mais c'est important de savoir qu'à la fin du 19e siècle puis au début du 20e siècle, il y avait vraiment plusieurs socialistes et plusieurs anarchistes qui étaient vraiment très impliqués dans la défense des animaux. Certaines mettaient même les animaux au centre de leur lutte. On peut penser à des personnes comme Séverine, on peut penser à des personnes comme Louise Michel, de la Commune de Paris. Louise Michel, elle disait qu'elle se faisait tout le temps accuser de plus de sollicitude pour les bêtes que pour les gens. Pourquoi s'attendrir sur les brutes quand les êtres raisonnables sont si malheureux? C'est que tout va ensemble, depuis l'oiseau dont on écrase la couvée, jusqu'au nid humain décimé par la guerre. Le cœur de la bête est comme le cœur humain, son cerveau est comme le cerveau humain, susceptible de sentir et de comprendre. Donc, elle ne séparait pas les luttes pour les animaux des luttes pour les humains, comme on entend parfois la gauche dire aujourd'hui. La raison pour laquelle il faut respecter tous les êtres humains, c'est parce qu'on est tous humains, on n'est pas des animaux. Cette rhétorique-là a été énormément utilisée par la gauche, mais il y a des gens qui se sont opposés à cette rhétorique-là. On peut penser aussi à Marie Huot, je ne sais pas si vous la connaissez. C'était une féministe socialiste. Elle a fondé la Ligue populaire contre la vivisection. En fait, c'est la première femme, en 1892, à revendiquer publiquement le droit des femmes à la libre maternité. Elle faisait des actions vraiment très spectaculaires contre l'exploitation des animaux. Elle sautait dans les arènes de courses de chevaux. Elle rentrait dans les cours de vivisection pour s'opposer à la vivisection. Elle a attaqué un vivisecteur avec un parapluie. Elle a publié donc en 1886 dans la Revue socialiste un article qui s'intitulait « Les droits des animaux ». On parle donc de 1886. Elle soutient que se préoccuper du sort des bêtes relève bel et bien de l'idéal poursuivi par les socialistes. Il y a même certains qui allaient encore plus loin et qui créaient des communautés végétaliennes. Des communautés... Vous avez sûrement l'impression que c'est anachronique quand j'utilise végétalien pour ça, mais non, pas du tout. En fait, le terme végétalien, la distinction de végétarien et végétalien, elle existait avant la création du
anglais de vegan, qui est arrivé simplement en 1944. De 1890 à 1930, il y a plusieurs communautés libertaires ou anarchistes en France qui étaient des formes de communautés autogérées et qui mettaient le végétalisme au centre de leur pratique de libération. On peut penser notamment à Sophie Zajkowska et Georges Buteau. Ils avaient créé en 1923 le premier foyer végétalien à Paris. On y servait donc des repas végétaliens vraiment à prix modique, on donnait des conférences, puis on offrait aussi des chambres pour que les gens puissent venir s'instruire, puissent venir trouver une forme de solidarité. Ils soutenaient en fait que le végétalisme doit être propagé pour le bien de l'humanité et de l'animalité. Et en fait, leur argument ressemble beaucoup à ceux qu'on a encore aujourd'hui, qui étaient fondés sur les trois piliers. Mais en fait, eux, il y avait 4 piliers du véganisme. Premièrement, l'argument moral. Le bien-être, le respect des animaux. Ils critiquent énormément le fantasme pastoral des animaux qui sont bien traités dans les campagnes. Ils ont des citations superbes là-dessus. En fait, c'est drôle parce qu'on n'est pas à un moment d'élevage industriel, mais ils parlaient par exemple que ces animaux-là, ils trimaient super dur en étant fouettés dans la journée, dans le travail dehors, et ensuite, quand ils étaient rentrés à la maison, ils étaient attachés au mur au bout d'une petite corde pour passer la nuit là. Évidemment, il y avait l'argument santé qui mettait réellement, c'était vraiment très important pour eux. Et l'argument environnemental, on peut être étonné, mais oui, il l'avait. Et quelque chose qu'on n'utilise pas assez souvent aujourd'hui, peut-être parce que la situation est différente, l'argument économique. Premièrement, il avait déjà compris qu'il y avait une perte métabolique, que ça coûtait beaucoup plus, ça prenait beaucoup plus de grains pour nourrir un animal, puis ensuite manger l'animal que de manger directement ce grain-là. Les animaux n'étaient pas des bons transformateurs d'énergie. Mais aussi, ça permettait, et ça c'est assez original, d'éviter l'esclavage salarial. Ce qu'on appelle l'esclavage salarial. C'est qu'il faut penser que c'était un moment où il n'y avait pas d'élevage industriel, donc pas de viande cheap accessible partout. Et dans ces milieux libres-là, lorsque les gens consommaient des charcuteries, des fromages, du beurre, ces choses-là, les gens ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins sans aller travailler. Donc, ils devaient devenir salariés pour être capables d'avoir assez d'argent pour se payer ces produits-là. C'était des communes, en fait, qui, quand je dis végétaliennes, ils étaient vraiment véganes dans le sens où non seulement ils ne consommaient aucun produit d'origine animale, mais ils n'utilisaient non plus pas de fumier dans leur jardin. Et ils refusaient aussi non seulement de porter du cuir et de la laine, mais ils refusaient aussi le coton, parce que c'était le produit du colonialisme. On était à une époque où c'était encore, je dirais pas pire qu'aujourd'hui, mais c'était différent, mettons, c'était plus clair. Et donc, il présentait vraiment le végétalisme comme étant au centre de la possibilité de la libération des individus du système capitaliste. Louis Rimbaud a fondé une cité véganarchiste qui s'appelle Terre libérée. Et pour lui, il disait que le végétalisme permettait donc aux gens de subvenir à leurs besoins. Il dit « La vraie non-coopération aux forces d'oppression ne peut être efficace que par le moyen du végétalisme. » Il allait loin. Qui fait qu'un homme ou une femme n'ont plus besoin de rien ou presque, qui fait qu'un capitaliste ne trouve plus assez de ressources d'exploitation. Fin de la citation. Ça, c'est une photo de Terre libérée en 1925, prise en 1925 en France. Donc, c'était une école de pratique végétalienne qui enseignait la non-violence, le pacifisme, toutes les techniques qui étaient, selon eux, utiles et bienveillantes. Donc, comme je vous dis, ils rejetaient l'exploitation des animaux, mais aussi des êtres humains. Donc, ils allaient vraiment très loin dans ce qu'ils refusaient. Donc, les produits de luxe, les produits importés, donc qui étaient le produit du colonialisme, du militarisme, de l'esclavagisme, les produits polluants, et en fait, tous les produits, autant que possible, du capitalisme puis de l'industrie extractiviste. Ils critiquaient déjà les mines, la déforestation. Louis Rimbaud, il insistait pour dire qu'on ne doit pas attendre que le système change avant de changer individuellement nous-mêmes. Les véganarchistes, si l'on veut, les végétaliens anarchistes, ils veulent vivre ici et maintenant leurs rêves, leurs valeurs, leurs principes. Donc, ils ne voulaient pas attendre un lendemain hypothétique où on aurait aboli le système. Ils voulaient vraiment, c'est vraiment un refus radical d'une vie assignée à la production et à la consommation, comme le dit Rimbaud. Donc, le débat entre véganisme comme mode de vie ou véganisme politique, en fait, c'est un peu le même débat qu'il y avait dans ces milieux-là anarchistes. Est-ce que
Il y a plusieurs personnes qui disent que l'anarchisme n'est pas un lifestyle, n'est pas un lifestyleism, c'est pas un mode de vie individuel, mais c'est un projet social et politique révolutionnaire. Mais quand on conçoit des luttes comme l'anarchisme, le féminisme, l'antispécisme, ou même l'anticolonialisme ou l'antimilitarisme, comme des luttes politiques, ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien changer à nos comportements individuels, au contraire. S'opposer à toute forme d'oppression, de violence, d'exploitation et prendre au sérieux donc l'égalité et la liberté de tous les individus, ça implique de transformer fondamentalement notre manière de vivre puis d'être en relation avec les autres. Les véganarchistes ont été vraiment critiqués par une certaine gauche à cette époque-là. Ils voyaient ça comme un retrait des luttes révolutionnaires. En particulier, Kropotkin y accusait ces colonies communistes-là d'éloigner de l'action révolutionnaire les meilleurs éléments. Chris Dixon, dans son nouveau livre Another Politics, que je vous suggère fortement, qui est excellent, il reconnaît en fait que c'est un des principaux problèmes des luttes radicales actuelles. Le fait de vouloir, d'aimer vivre en marge, d'aimer vivre en retrait, donc se créer des petites sociétés dans lesquelles on n'aura pas d'exploitation, d'oppression, mais de laisser la grande société, le reste de la société à elle-même. C'est une critique qui est valable, qui est valide, mais j'aime bien aussi la réponse de Louis Rimbaud. En fait, lui, il répondait à ces critiques en leur reprochant de leur manque de passage à l'acte, puis il les critiquait d'être des collabos avec les systèmes d'oppression. Donc, c'est sûr que les méthodes mettons, de la cité véganarchiste de Louis Rimbaud peuvent être vues un peu comme des formes de retrait de la révolution, mais le foyer végétalien, j'ai plus de misère à comprendre, c'est en plein milieu de Paris, ça aidait les gens à s'informer, ça aidait les gens à avoir une forme de solidarité et à mieux comprendre. Donc, j'ai la misère à comprendre en question si on pourrait avoir la même critique envers ça, puis j'ai l'impression que le mouvement vegan ici à Montréal fait très bien ça, essayer d'aller dans la grande société et non pas simplement de se retirer. Par contre, tenter de vivre autrement, tenter de faire ça des petites communautés où est-ce qu'on est capable de vivre autrement, donc pas dans 50 ans, mais tenter de s'autogérer immédiatement, puis d'enseigner aux autres aussi comment se libérer du salariat, de se libérer de plein de formes d'oppression, ça peut être vu comme un acte qui est profondément révolutionnaire. Il faut expérimenter des façons alternatives, donc de vivre pour être capable de mettre en branle un monde nouveau. On n'a aucune idée, on n'a pas de blueprint de ce qu'aurait l'air un monde plus respectueux des êtres humains, plus respectueux des animaux. Mais il semble raisonnable de penser qu'on ne bâtira pas un monde plus respectueux des animaux tant qu'on va vivre dans des sociétés qui sont capitalistes, consuméristes, néolibérales, tant que la production agricole va être accaparée par une poignée de corporations qui recherchent simplement le profit. On parle souvent dans le milieu vegan, la sécurité alimentaire, on entend souvent dire des statistiques comme la production de viande accapare 75% des terres agricoles en fournissant simplement 8% des calories mondiales et 18% des protéines mondiales. C'est important de le mentionner. Il ne faut pas dire ça en faisant croire que le véganisme va régler la faim dans le monde. Ça, c'est vraiment méconnaître c'est quoi le capitalisme. Je vais vous donner juste des raisons vite, je vais terminer là-dessus. Si on laissait entendre que le végétalisme donc, réglerait la faim dans le monde, c'est oublier qu'en fait, les grains qui seraient épargnés par le végétalisme ne seraient pas nécessairement destinés aux populations qui en ont besoin, mais ils vont être mis à profit d'une autre façon. Ça peut être des biocarburants, ou des fois ils vont simplement être détruits. On le voit aujourd'hui, les fraises en Californie, des fois, sont simplement jetées à la mer pour éviter de dérégler les marchés. Ça, c'est pas par méchanceté des individus, comme le dit Marx, c'est vraiment parce que le système capitaliste fonctionne de cette façon-là. Si les administrateurs ne maximisent pas les profits, ils vont être remplacés. Donc, le problème n'est pas une bonne ou une mauvaise volonté de la part des individus. Deuxièmement, il faut insister qu'on produit déjà amplement de nourriture sur la planète pour nourrir tout le monde. Une grande partie de cette nourriture-là est gaspillée. Le gaspillage alimentaire est un énorme problème. Et troisièmement, il faut penser aussi que l'aide alimentaire peut avoir des effets négatifs. Ça peut être étrange quand je dis ça, les gens sont tous pour l'aide alimentaire, mais il peut avoir des effets négatifs parce que ça peut faire en sorte de détruire la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire de plusieurs régions. C'est ce qu'on appelle souvent le dumping. Ça a un peu le même effet que le dumping.
c'est des produits agricoles qui viennent de pays où l'industrie est subventionnée, ou même s'ils sont donnés par générosité des Canadiens qui ont produit 40 des grains dans le monde, des légumineuses dans le monde au Canada, 40 on serait clairement capable de distribuer ça mieux qu'on le fait actuellement. Mais il faut faire attention quand on fait ça parce qu'on peut aussi faire effondrer les marchés locaux, puis les derniers fermiers qui travaillent la terre ne sont plus capables de subvenir à leurs besoins et doivent migrer vers les villes, les bidonvilles pour devenir salariés pour le capitalisme. Donc, c'est pas aussi simple que ça de dire qu'on a assez de nourriture pour tout le monde et que si on est vegan, on va nécessairement régler la faim dans le monde. Donc, je pense que le mouvement de défense des animaux doit questionner le système économique, politique, le capitalisme. Puis je suis vraiment contente de voir qu'il y a autant de gens ici pour parler de ça. Nos trois intervenants vont en parler à leur façon. On va commencer par Andrea Lévy. Andrea Lévy, il y en a certains et certaines d'entre vous qui la connaissent déjà. Elle est venue nous parler à la Journée mondiale pour la fin du spécisme l'été passé. Elle est diplômée de l'Université de Concordia. Elle a fait sa thèse de doctorat en écologie politique sur la pensée de André Gorz. Est-ce que je le prononce correctement? Gorz? Gorz. Il est français? Oui, oui. Okay. Il était autrichien. Oh, OK. Français d'adoption. Andrea est très active dans la vie politique montréalaise, même canadienne, depuis plus de 30 ans. Elle s'est engagée dans plusieurs partis de gauche, dans le mouvement d'écologie urbaine, dans le mouvement pacifiste. Elle est cofondatrice du groupe communautaire Action pour un service animalier public. Vous devez avoir de la job avec la volonté de bannir les pitbulls actuellement. Et elle est aussi membre du collectif Justice animale de Québec solidaire et membre du comité de rédaction de Canadian Dimension, qui est en fait la plus ancienne revue de gauche au Canada. Et elle écrit une rubrique régulière sur la crise écologique qui s'appelle Ecocide dans la revue, qui aborde aussi souvent les questions de justice animale. Elle a récemment publié un article sur la décroissance et l'importance de la réduction du temps de travail, qui va paraître dans The Handbook of Growth on Growth and Sustainability. Et donc, en tant que militante dans les milieux à la fois de gauche, dans les milieux écolos et dans les milieux antispécistes, est vraiment bien placée pour comprendre les difficultés d'allier ces luttes-là, mais aussi sur l'importance de le faire. Elle développe à la fois une critique socialiste du libéralisme qui est adoptée par plusieurs antispécistes et à la fois aussi, évidemment, une critique de l'anthropocentrisme dans les milieux éco-socialistes. Elle va nous parler aujourd'hui du mouvement environnementaliste qui néglige la question animale, malgré tout ce qu'on sait de l'impact écologique de l'agriculture animale, la perte de la biodiversité, le taux d'extinction des animaux sauvages. Je vous demande d'accueillir Andrea, merci. Je vais laisser cette slide-là en arrière, si ça ne te dérange pas. Est-ce que tu as donc déjà ton micro? Tu prends ça? Non. Mais sinon, il y a un travail là. Je ne sais pas si la nourriture est arrivée. Ce qu'on pourrait faire, en fait, on avait prévu une pause. L'ordre, ça va être Andrea, ensuite Fred, ensuite Dinesh. On avait prévu une pause juste avant Dinesh, donc entre Fred et Dinesh, mais là, parce qu'on pensait de manger avant. Donc, sinon, ce qu'on pourrait faire, c'est une pause immédiatement après Andrea, si vous voulez manger un petit quelque chose. Vous pouvez aussi préparer vos questions. Si on a le temps, on va essayer d'en prendre un petit peu après chaque présentation, des questions de clarification. Et on va aussi avoir une période de discussion à la fin, ouverte à tout le monde sur les trois présentations. Gênez-vous pas non plus pour parler de choses qui n'ont pas été abordées du tout. Le but, c'est pas simplement de discuter, de répéter des choses, de discuter des choses dont on a discuté, mais on ne veut pas que ce soit comme une conférence trop académique non plus. Là. Ça serait le fun si vous voulez participer. Donc, j'ai même des feuilles si vous voulez prendre des notes et noter des idées durant la soirée. Merci, Andrea. Merci.
très honorée d'être ici. Et je veux juste vous avertir que je ne suis pas philosophe. Alors, je suis un peu l'apéritif léger avant le grand repas. Comme Christiane disait, l'année dernière, lors d'un colloque sur le spécisme qu'elle a organisé, j'ai fait une présentation sur l'indifférence, voire même l'hostilité accordée à la question de la justice animale au sein d'une bonne partie de la gauche politique, en explorant très brièvement les possibles racines de ces attitudes quelque peu décevantes. Aujourd'hui, je pensais poursuivre un peu dans la même veine en parlant d'un phénomène qui me semble encore plus difficile à expliquer. Le silence face à presque tous les aspects de la question animale chez une grande partie du mouvement environnemental contemporain. Avec l'annonce, il y a 2 ans, de la disparition de plus de la moitié des animaux sauvages sur Terre depuis les dernières 40 années, avec les rapports scientifiques sur la dépopulation des océans par la surpêche et la pollution, et avec les liens de plus en plus incontournables entre l'agriculture animale et un éventail de problèmes écologiques, les changements climatiques n'étant pas les moindres, on pourrait s'attendre à ce que le mouvement environnemental porte un vif intérêt à la situation et au sort des animaux. Dans la revue ePhilo, Audrey Jougla écrivait récemment « Faute de penser que les animaux auront des droits pour leurs valeurs intrinsèques, espérons alors que la finitude de nos ressources nous y forcera. » Pourtant, force est de constater que cette crise de conscience ne semble pas secouer le mouvement environnemental actuel. Je n'ai pas l'intention aujourd'hui d'évoquer l'histoire du débat un peu académique entre l'éthique environnementale et l'éthique animale, entre écocentrisme et biocentrisme. Je laisserai cette tâche aux philosophes. Mais juste pour me situer, je demeure pluraliste en ce qui concerne les arguments philosophiques pour la justice animale, trouvant des arguments convaincants dans la pensée sur l'éthique environnementale, sur les droits des animaux, et même d'un point de vue pratique et stratégique sur le bien-être animal. Mais je me soucie ici simplement de l'indifférence passablement généralisée vis-à-vis de la question animale sous n'importe quelle forme, et ce qui est encore plus surprenant, l'absence apparente d'une prise en compte des liens intimes entre l'état lamentable de nos relations avec les espèces non humaines et la crise écologique grandissante. Après tout, l'essence même d'une vision écologique peut se résumer à une reconnaissance de l'interrelation et l'interdépendance de toutes les composantes d'un écosystème. Je veux citer quelques exemples de cet oubli, ou plutôt cet aveuglement volontaire, si répandu dans le mouvement environnemental. C'est un mouvement qui est certes étendu et diversifié, allant des luttes pour la justice climatique, la résistance autochtone et la défense de Pachamama, jusqu'au modernisme environnemental et aux organismes très professionnels et bien financés tels le Nature Conservancy, en passant par les partis verts, l'environnementalisme syndical et un fourmillement d'initiatives et luttes défensives locales et populaires. Dans ce qui suit, je vais me limiter à quelques cas types, puisés du milieu dit progressiste, par lesquels j'entends les initiatives, organismes et courants de pensée pour lesquels défense environnementale rime avec critique du capitalisme, justice sociale, droit civil, démocratie et ouverture. Tout ce qui se trouve donc vers la gauche de l'échiquier politique et dans lesquels je suis moi-même engagé d'une manière ou d'une autre depuis 3 décennies. Dans ce milieu, à quelques exceptions près, l'idée de la nature dont on parle et qu'on vise à protéger est rarement sensible, rarement une riche diversité d'espèces et d'êtres vivants, mais plutôt une abstraction. Une énorme palette de ressources qu'il faut bien sûr préserver pour nos fins instrumentales, mais qui en soi ne nous interpellent pas plus qu'il faut. C'est une nature étrangement dépeuplée, d'où mon titre « Nature morte ». Prenons par exemple le LEAP Manifesto, ou Manifeste un grand bond vers l'avant, qui fit l'objet d'une grande attention dans les médias du Canada anglais lors de la convention du nouveau Parti démocratique à Edmonton en avril dernier. Une initiative prometteuse, que j'appuie d'ailleurs. Le manifeste, qui préconise entre autres un moratoire sur la construction de pipelines,
s'est inspiré en partie du manifeste québécois Élan global et surtout du livre de Naomi Klein sur les changements climatiques, Tout peut changer. Signé par des environnementalistes reconnus comme David Suzuki et Dominique Champagne, ainsi que par des grands artistes comme Leonard Cohen, Robert Bateman, Xavier Dolan et Anne Martel, et appuyé par des vingtaines d'organismes à travers le Canada anglais, le Québec et les communautés autochtones, allant d'Oxfam à Idle No More, en passant par le Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN et Écoute pas chez nous. Le manifeste est une initiative des plus intéressantes du mouvement de la justice climatique, qui vise à unifier les groupes et les individus préoccupés par les changements climatiques dans une vision ambitieuse de la libération de notre dépendance aux combustibles fossiles. Il est assez étonnant de constater alors que le manifeste ne mentionne pas une seule fois l'agriculture animale, pourtant responsable, selon certaines études, d'autant, sinon plus, d'émissions de gaz à effet de serre que l'industrie automobile. En fait, la seule allusion aux animaux est une queue de baleine stylisée, vous pouvez le voir, sous forme de logo, qui paraît sur la littérature, à côté du sous-titre « Manifeste pour un Canada fondé sur le souci de la planète et la sollicitude des uns envers les autres ». Faut-il dire que ni les uns ni les autres dont il est question dans le manifeste ne possèdent des queues, des pattes ou des ailes. On y évite alors soigneusement la question de l'agriculture animale, mais le silence du Leap Manifesto à ce sujet n'a pas empêché un site de l'extrême droite de faire une parodie du manifeste, où il y aurait question que le manifeste encourage le véganisme. Suite à ce mauvais tour, le Leap a précisé sa position dans un foire à la question. Alors on voit la question 6 formulée ainsi. J'ai entendu que le Leap Manifesto fait appel à la fin de l'agriculture animale. Je ne me souviens pas d'avoir lu ça. Est-ce que vous l'avez ajouté depuis que j'ai signé? Et la réponse, non, c'est une erreur. Nous prenons l'agriculture locale. Et on cite le paragraphe pertinent du manifeste comme quoi le passage à un système agricole beaucoup plus local et axé sur des impératifs écologiques réduirait notre dépendance aux carburants fossiles, favoriserait la capture du carbone dans le sol et aiderait à traverser les moments difficiles dans l'approvisionnement mondial, en plus de produire une nourriture plus saine et abordable pour tout le monde. Certes, les changements climatiques changent tout, comme l'affirme Naomi Klein. Mais pour les auteurs du Leap Manifesto, le rôle de l'agriculture animale dans l'accélération de ce phénomène écocidaire ne semble rien changer dans leur façon de concevoir nos choix alimentaires. Non seulement la question-réponse ignore les effets néfastes de l'agriculture animale, mais on ne propose même pas, comme ajout après coup, l'objectif de réduire la consommation de viande. Le LEAP n'est pas seul dans sa réticence sur la question. Pourtant, ce n'est guère controversé de discuter de l'urgence de la réduction de la consommation de viande et des produits laitiers. L'agriculture animale est, selon maintes expertes, l'activité humaine à elle seule qui a l'impact le plus important sur la planète. Divers organismes des Nations Unies en parlent régulièrement depuis une décennie. Et on n'a même pas besoin de citer le film Cowspiracy, car les sources mainstream ne font pas défaut. En 2014, le Royal Institute of International Affairs, un think tank avec une influence accrue parmi les élites dominantes de ce monde, a publié un texte sous le titre « Climate Change's Forgotten Sector », où l'on critique non seulement les gouvernements, mais aussi le mouvement environnemental d'avoir évacué la question. Et je cite, « Les campagnes menées par les principaux groupes environnementaux afin de démontrer l'impact de la viande et des produits laitiers ou d'encourager une modification dans les pratiques alimentaires sont peu nombreux et plutôt obscurs. En revanche, beaucoup d'organismes globaux ont monté des campagnes très médiatisées et efficaces sur l'énergie, le transport et des produits agricoles tels que l'huile de palme ou les biocarburants. Il faut tout de même admettre que lorsque le mouvement de justice climatique se tait sur la question de l'impératif de diminuer l'agriculture animale, alors que ça relève clairement de l'intérêt vital des humains, que ce soit pour mitiger les changements climatiques, conserver les réserves d'eau douce que nous sommes en train d'épuiser, ou combattre la faim en utilisant les céréales pour nourrir directement les humains, malgré ce que Christian disait,
Ce n'est pas de bon augure pour une prise de conscience axée sur une reconnaissance de la valeur intrinsèque des êtres non humains. Qu'en est-il de la décroissance? Un autre mouvement international prometteur qui met de l'avant une critique profonde des modes de production et consommation du système capitaliste contemporain au nom d'une prise de conscience de l'impossibilité d'une croissance économique infinie compte tenu des limites biophysiques de la Terre. Comme l'analyse des limites à la croissance repose, entre autres, sur une compréhension de la fragilité de notre monde et de la nécessité de vivre de manière à ne pas dépasser les capacités de notre habitat planétaire à entretenir l'espèce humaine, on pourrait croire qu'une remise en question des rapports entre les humains et les animaux s'impose comme allant de soi. Or, la question animale brûle plutôt par son absence dans cette mouvance aussi. Et parfois, quand les décroissancistes en parlent, on nous excusera de penser que le silence serait préférable. Je fais référence ici à l'attaque contre les défenseurs de la justice animale menée par un penseur contemporain de la décroissance parmi les plus reconnus du monde francophone, Paul Arias, qui lui voit dans le mouvement pour la libération animale une guerre résolue et dangereuse contre l'humanisme, voire contre la suprématie humaine, philosophie qu'il défend ardemment. Dans son livre « Pour sauver la Terre, l'espèce humaine doit-elle disparaître ?», il fait le tour de ce qu'il appelle les délires terroristes des néo-malthusiens, une véritable encyclopédie de sectes marginales et violentes dans laquelle il réserve une place de choix à la libération animale. Pour étayer son argumentation, il se sert de quelques commentaires de Peter Singer, où ce dernier discute de la valeur relative des chimpanzés et des humains sévèrement handicapés, le genre de propos, en passant, qui est aussi rejeté par une grande partie du mouvement animaliste. Arias cite aussi un passage de Steve Saponsis, où ce dernier évoque la possibilité qu'une vie animale pourrait prévaloir dans certaines situations sur celle de l'humain. Pour Arias, tout questionnement de la suprématie humaine, comme toute réflexion sur la question démographique, participe à une tentative de rabaissement de l'humain. Dans le cadre du mouvement environnemental, il s'agit, selon lui, d'un transfert de la responsabilité pour la crise écologique du système marchand productiviste à l'espèce humaine, aboutissant à l'humanicide comme conséquence inéluctable. Dans une section intitulée « Amis des bêtes, amis de la terre, néofascistes », il rappelle à ses lecteurs que dans son livre « Libération animale ou nouveau terroriste », livre que je n'avoue ne pas avoir lu car je n'avais vraiment pas le cœur de l'acheter, il avait montré en quoi l'antispécisme, loin d'être un problème de relation envers les animaux, conduit à développer une idéologie de sélection des humains. On sait, poursuit-il, que si la vie d'un animal vaut autant que celle d'un humain risque alors de ne pas valoir plus que celle d'une bête. Ce n'est pas la peine de s'attarder sur tout ce qui est erroné dans ce raisonnement. Quant au problème de relation envers les animaux qu'il mentionne, on peut se faire une petite idée de ce qu'il en conclut en lisant ses textes sur la malbouffe, un sujet qui le préoccupe. Ces réflexions portent jamais sur les impacts de l'agriculture animale sur l'environnement, ni, vous pouvez le deviner, sur les conditions subies par les animaux d'élevage. Enfin, il dénonce l'élevage industriel uniquement parce que celui-ci servait à détruire la paysannerie traditionnelle. Et il en veut à l'industrie de fast-food parce que c'est un affront au raffinement culinaire. Crions-le à la face de McDo et de la Sodexo, lance-t-il. La mort de l'homme de goût n'est pas certaine. Quant à la mort très certaine d'innombrables d'êtres sensibles, Arias n'a rien à dire. Ce penseur, qui nourrit également des doutes sur les campagnes pour le droit à l'avortement et à l'euthanasie, comme autant de luttes qui trahissent, selon lui, le combat pour une vie humaine plus digne, est loin de parler, heureusement, pour tous les objecteurs de la croissance. La décroissance se veut un mouvement fort hétérogène qui s'étend à travers l'Occident, sans structure unifiée et sans pas. Mais c'est troublant de constater qu'à part cette discussion pas mal cinglée de l'antispécisme, les animaux non humains, nos colocataires planétaires, demeurent de façon générale invisibles ou absents dans l'univers de la décroissance.
Les penseurs principaux qui s'identifient avec ce courant de pensée, qu'il s'agisse de l'aile latine ou anglo-saxonne, demeurent pas mal tous muets sur tous les aspects de la question animale. Pour mon troisième exemple, j'ai choisi un cas assez complexe. Les développements récents chez Greenpeace, organisation qui a bâti sa réputation sur la conservation de certaines espèces d'animaux et qui a pris dans les dernières années ce que l'on pourrait voir comme un subtil virage anthropocentrique. L'année passée, j'ai lu dans le journal britannique The Guardian un entretien avec Kumi Naidoo, alors dans sa dernière année comme directeur de Greenpeace International. Naidoo, qui était militant de droits humains avant son embauche par Greenpeace, disait aux journalistes qu'il n'a jamais été question de sauver la planète, car la planète n'avait pas besoin d'être sauvée. Si on la réchauffe jusqu'au point où nous ne pouvons pas exister, nous allons disparaître, mais pas la planète. Elle va demeurer. La lutte, il poursuivait, est pour assurer l'avenir de l'humanité, de nos enfants. Sa conclusion, Greenpeace doit devenir humano-centrique, people-focused en anglais. Comme si c'était juste ça qui manquait, des organisations humano-centriques. Je me demandais qu'est-ce que cela pouvait bien dire, imaginant que ça n'annonçait rien de bon pour les animaux non humains. Déjà dans la déclaration que la planète va demeurer, même si les humains disparaissent, on fait fi des intérêts de beaucoup d'autres espèces qui, eux, vont assurément souffrir et mourir à cause des diverses formes de dégradation environnementale dont elles ne sont point responsables. Naidoo ne semblait avoir aucune pensée pour eux et ne trouvait pas pertinent de mentionner la disparition de plus de 50% des espèces animales sauvages dans les derniers 40 ans. Faut-il comprendre, selon les propos de Naidoo, que c'est sans importance si les animaux sauvages, autant que domestiques, disparaissent avec nous comme dommages collatéraux de notre échec dans le combat des changements climatiques. Plus concrètement, et plus ou moins au même moment, Greenpeace a annoncé une sorte de volte-face historique par rapport à son attitude face à la chasse aux baleines et aux phoques. L'opposition à ces pratiques étant une cause célèbre depuis les origines de l'organisation. Le nouveau discours, qui met l'accent sur la durabilité de la chasse dans le cadre des cultures nordiques indigènes, a été élaboré dans l'espoir de gagner la confiance et l'appui des peuples autochtones, qui sont, dans l'Arctique comme ailleurs, les premiers défenseurs contre la destruction des terres et milieux naturels par les grands projets énergétiques. Greenpeace, qui mène une campagne contre le forage pétrolier dans l'Arctique, cherche à établir sa crédibilité et construire des alliances. Mais l'ONG souffre d'un problème d'image parmi les peuples autochtones au Canada et au Groenland à cause de ses campagnes contre la chasse aux baleines et aux phoques dans les années 70 et 80, même s'ils ne se sont jamais officiellement opposés aux pratiques de chasse aux fins de subsistance. Greenpeace avoue maintenant que leur campagne contre la chasse aux phoques a eu des conséquences néfastes pour les communautés autochtones sur les plans économiques et culturels et affirme leur reconnaissance des droits des Autochtones à poursuivre leurs activités traditionnelles comme la pêche, la chasse, la trappe et la cueillette sur leur territoire traditionnel. En conséquence, par exemple, Greenpeace Canada a reconnu que les zones protégées où la chasse est interdite doivent cependant admettre la chasse traditionnelle par les peuples autochtones. Cohérent avec son engagement envers la justice environnementale, l'organisation défend les intérêts des victimes de la dégradation environnementale, qui sont toujours les populations les plus vulnérables et démunies. Mais y a-t-il de la place dans le mouvement de justice environnementale pour une vision de la justice qui ne se limite pas exclusivement aux humains? Et si oui, en quoi consiste-t-elle? Greenpeace soutient la fourrure de phoque comme produit durable. Mais cette durabilité est définie exclusivement en fonction des besoins, intérêts et désirs humains. Est-ce que décoloniser Greenpeace doit être synonyme de l'abandon de la défense des baleines et des phoques? Je n'ai pas de bonne réponse à cette question, car moi aussi je pense qu'il faut respecter les droits et la souveraineté de peuples autochtones. Mais c'est difficile de voir Greenpeace, l'un des champions historiques des espèces en danger, cautionner la chasse aux ours polaires à un moment où ces animaux sont déjà aux prises avec la menace mortelle des changements climatiques anthropogéniques.
dans le cas des phoques, il ne s'agit pas d'une espèce en danger, du moins pour l'instant. Et c'est vrai que l'interdiction de l'importation de la fourrure en Europe a décimé le marché international pour ces produits, ce qui explique les déclarations de Greenpeace, comme quoi la fourrure de phoque est un produit durable, tout en désavouant en même temps la chasse commerciale. C'est une position sans doute mûrement réfléchie, mais il reste à voir si Greenpeace peut maintenir cet équilibre délicat entre, d'une part, la valorisation des pratiques traditionnelles de subsistance liées à la survie, et d'autre part, une opposition ferme contre les activités commerciales sans autre justification que la chasse au profit. Certes, le terrain risque d'être glissant. C'est ce que croit Paul Watson, l'un des anciens membres fondateurs de Greenpeace, et qui est actuellement directeur de l'ONG, le Sea Shepherd Conservation Society, voué à la protection de la vie marine, et qui, lui, souligne que vendre la fourrure sur un marché global dépasse le cadre de la subsistance traditionnelle. L'aspect le plus troublant dans toute cette histoire est le message laconique envoyé par Pascal Husting, l'un des dirigeants de Greenpeace International, à un collègue suite aux réactions furieuses de Paul Watson au positionnement de Greenpeace sur la chasse aux phoques et aux baleines, et que ce dernier a rendu public. Husting invitait son collègue d'informer Watson, et là je cite, que Greenpeace a autre chose à faire que de s'occuper des putains de phoques, et qu'au lieu d'aller faire les saltimbanques dans les mers australes, il ferait mieux d'aller sauver les petits Syriens et Irakiens. C'est sans doute un sentiment largement partagé, mais c'est désolant d'entendre un dirigeant de Greenpeace réduire la question complexe des rapports entre les intérêts des humains et ceux des animaux non humains à un jeu à somme nulle. Il me semble que l'on pourrait s'attendre à mieux que ça. Pour conclure, on pourrait bien sûr prétendre qu'aucune de ces histoires n'a beaucoup d'importance en soi, mais ce n'est pas difficile de multiplier des exemples, et dans leur ensemble, ils témoignent, je crois, d'une tendance nette qui confirme la grande difficulté de faire avancer la question de la justice animale à l'intérieur du mouvement environnemental, et ce, en dépit des preuves qui s'accumulent sur sa pertinence indéniable à la catastrophe écologique. Il faut constater également que le progrès du mouvement de justice animale quant à la question fondamentale de l'éthique n'a eu que peu d'impact dans l'évolution du discours environnementaliste, car c'est un anthropocentrisme et un spécisme non réfléchi qui prédominent. L'environnementalisme, qui a toujours été anthropocentrique, ne montre pas beaucoup de signes de changement de cap. L'idée évidente pour les humains ici ce soir, voulant que les animaux sont là avec nous et non pas pour nous, a grand chemin à faire. J'ai tendance à croire qu'il s'agit en bonne partie d'un refus d'admettre les très vastes implications concrètes qui découlent d'une mise en cause de la suprématie humaine. Pour citer l'une de mes journalistes préférées, Elizabeth Colbert, reconnaître que ce qui nous sépare des autres espèces sont des différences de degré et non de nature remet en question à peu près tous les aspects de la vie moderne, ce qui explique sans doute la quête sans cesse de cette unique qualité qui nous rend exceptionnels. Malgré ma perspective plutôt pessimiste en ce qui concerne notre capacité de faire valoir les intérêts des autres espèces et des êtres sensibles non humains, de manière à au moins ralentir leur disparition, réduire leur exploitation et mitiger leur souffrance, je ne veux pas laisser entendre qu'il n'y a pas d'ouverture et de percée. Dans le mouvement décroissanciste, par exemple, nous commençons à voir les débuts d'un questionnement. Et je dois ajouter qu'on a ce soir quelqu'un avec nous qui va avoir un grand impact en ce qui concerne la sensibilité à la question de justice animale. Il s'agit de Yves-Marie Abraham qui enseigne la décroissance à l'école des hautes études commerciales et qui déjà encourage ses étudiants à lire et à écrire sur ce sujet. Je vais citer quelqu'un d'autre, par contre, une femme qui s'appelle Ariana Ferrari, qui, dans une présentation donnée lors du colloque international annuel sur la décroissance à Leipzig l'été dernier, a écrit « Si la décroissance se veut une vraie alternative au courant dominant de la modernisation écologique,
qui repose sur une attitude instrumentale à tout ce qui est non humain, incluant les êtres sensibles, et leur réduction à autant de ressources à exploiter de façon durable, bien sûr, il faut intégrer un point de vue antispéciste. Pour Ferrari, c'est justement parce que le mouvement décroissanciste critique le capitalisme et le mythe de la croissance infinie comme une exploitation incessante des ressources de la Terre, qui ne peut pas promouvoir une version alternative qui s'inspire d'une vision d'équité en laissant de côté l'exploitation des animaux non humains dans le cadre du système socio-économique actuel. On ne peut pas aller au-delà du paradigme de la croissance en l'absence d'une critique exhaustive de toutes les formes d'exploitation. La justice et l'équité ne peuvent pas exister dans un système fondé sur l'exploitation de la majorité des êtres sensibles. J'ai choisi de citer Ferrari, mais nous sommes plusieurs maintenant à énoncer le même message. Et même si les défenseurs de la justice animale qui s'identifient au mouvement décroissanciste crient un peu dans le dessert pour l'instant, j'ai confiance qu'il y a de la place, à tout le moins, pour un dialogue. Ce qui me conduit à un élément important de ma conclusion, le dialogue. Je crois qu'on ne peut rompre ce silence en matière de justice animale tant et aussi longtemps que les passionnés et éloquents défenseurs de la cause ne seront pas présents dans d'autres mouvements de justice sociale et de défense environnementale. Je ne doute aucunement de l'importance des groupes voués exclusivement à la protection et aux droits des animaux. Mais ce n'est pas en demeurant organisés en silo qu'on va pouvoir arriver à intégrer des principes et pratiques antispécistes dans le mouvement environnemental. Ce n'est pas une tâche facile. L'accueil n'est pas nécessairement très chaleureux. On peut s'attendre non seulement à une opposition ferme, mais aussi à du mépris. Mais il faut s'intégrer à ces mouvements, faire l'effort de comprendre ce qui motive les militants et militantes et tenter d'aborder un dialogue respectueux et patient, sans être moralisateur, avec les gens qui ne voient pas et ne verraient jamais la cause animale comme prioritaire, bien au contraire. C'est un chemin long, mais nécessaire si on espère gagner les cœurs et les esprits. Merci. Merci beaucoup, Andrea, pour ta présentation. Je pense qu'on va avoir énormément de questions et de discussions à propos de ce que tu as dit. Je pense qu'on va finalement attendre à la fin pour les questions. On vient de s'entendre là-dessus, si ça ne vous dérange pas, parce que on va prendre une petite pause avant la présentation de Fred, juste parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont faim et il y a des choses à manger là. Et après, entre Fred et Dinesh, on va avoir quelques gâteries de Sophie Sucré. Mais on va la faire quand même assez courte. Si on pouvait garder ça, là, il est 10 minutes maximum. Est-ce que ça vous va? OK, donc on se rejoint à 6h50. Il y a les chambres de bain là-bas. Il y a pour la présentation de Fred, encore, c'est en français, donc je pense pas que vous allez besoin des casques de traduction. Et ensuite, pour la présentation de Dinesh, ceux qui ne comprennent pas l'anglais, on va avoir des casques de traduction. Merci. Merci, Andrea. About the Macau whale, and they have like